Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle série qui ne va plus se faire sous forme de table ronde, mais sous un format plus intimiste, en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Et la première série, elle va être consacrée à Émilie Sommers. Bonjour Émilie. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir chez toi, dans ton atelier. Alors nous sommes installés dans des fauteuils moelleux, entourés d'objets, de peintures colorées, hétéroclites. Il y avait un thé fumant là juste avant sur la table qui dégageait un parfum boisé. Ça sentait bon le feuillage, la racine, l'écorce, et le tout étant en plus illuminé par le soleil qui réchauffe la pièce. Hey. Alors en résumé, nous sommes dans un cadre magique au reflet d'Émilie que je vais commencer par vous présenter avant de rappeler son défi. Prête ? Je suis prête et tout ouïe. Alors Émilie, tu as 40 ans, tu es d'abord une épouse, mère d'un petit garçon de 5 ans, belle-mère de 2 ados, tu es également formatrice, conférencière, hypnothérapeute, artiste sur scène, derrière la caméra et dans ton atelier de création de bijoux et de réparation d'objets avec l'art du kintsugi. Une vraie entrepreneur slasheuse, comme tu aimes à le dire, Oui. depuis l'âge de 24 ans. Au niveau des fêlures, tu es une dyslexique avec une double exception, puisque tu as également un haut potentiel et une hypersensibilité permanente. Tu nous as d'ailleurs confié à ce sujet que tu te sentais comme un poisson dans un arbre, que tu avais compris que ton élément naturel, c'était l'eau, mais que tu avais appris à te déguiser en singe pour remonter dans l'arbre consciemment de temps en temps. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est une image que j'utilise beaucoup avec mes patients. Eh bien, tu as fort raison. Je pense que ça parle. Au niveau de la présentation, ça va ? J'ai rien oublié ? Tout est clair. Super. J'ai 42 ans, mais on peut dire que j'ai 40. Bah c'est oui, bien. alors je t'ai un petit peu rajeunie. Je te le dirai. C'est pas grave. Alors, passons à ton défi. Et à cette nouvelle étape de confrontation qui te freine encore dans ta croissance et ton rayonnement. Quand je t'ai posé la question « Que te manque-t-il pour déployer ta puissance ?», tu m'as répondu un peu plus d'impertinence. Et tu as ensuite évoqué les réseaux sociaux. Alors, évidemment, j'ai envie de te demander d'abord quelle est ta vision de ces fameux réseaux sociaux ? Elle est complexe cette vision-là parce qu'elle est en évolution permanente. Et si on revient à la genèse du réseau social qui est Instagram, à son démarrage, c'était un endroit excellent en fait pour déposer des créations, pour s'inspirer, pour être dans l'échange et pour pouvoir tout d'un coup être vu, mais voir surtout. Et je trouvais cette plateforme vraiment riche et qualitative au niveau des profils plus créatifs. Tu veux dire voir en image ? Oui, voir en C'est image, ça. ouais. Et puis ça s'est développé parce que ce réseau est devenu un petit peu l'alternative à Facebook. Je suis dans la génération Facebook, je suis une vieille. Et même Facebook, à l'époque, ne répondait plus à mon désir d'être dans une relation avec les autres, mais on était envahi de publicité, on était envahi de choses qui finalement ne répondaient plus à la raison initiale et racine
de la présence sur le réseau social. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Instagram, c'est-à-dire que je me sens très agressée par ce que mon algorithme génère avec des gros commerçants ou en tout cas des structures qui ont beaucoup plus de moyens et qui viennent en fait envahir et polluer, vraiment, j'utilise le mot polluer, et ma représentation visuelle des choses et mes besoins. Et ça me pose un problème éthique. Et donc, il y a cette idée que si on ne paye pas, c'est qu'on est le produit. Aujourd'hui, je suis celle qui a des choses à montrer et à vendre, et je ne veux pas devenir celle qui pollue l'environnement de celui qui ne paye pas et donc qui est le produit. Et donc j'ai un problème éthique qui est sans doute très stupide. À l'heure du capitalisme, sans doute que ce n'est pas idéal de le penser comme ça, mais éthiquement, j'ai un problème sur les réseaux sociaux. On reconnaît bien... On reconnaît bien l'entrepreneur social que tu es, oui. Humaniste, et effectivement, le mot éthique a tout son sens dans tout ce que tu viens de dire. Maintenant, j'entends que tu, effectivement, te sens submergé, inondé, pollué. Est-ce que tu penses que la parole que tu peux prendre, toi, est nécessairement polluante ? C'est là où il y a ce paradoxe qui est de pouvoir utiliser ces plateformes avec une finalité qui est celle que je voudrais voir pousser dans le monde et qui n'est pas forcément une consommation d'objets ou une consommation directe, mais plutôt de l'inspiration, de la réflexion. Il y a des vidéos extraordinaires qui simplifient des propos complexes, que ce soit dans la science, que ce soit même dans la psychologie. Donc il y a des pépites, mais ces pépites sont souvent écrasées en fait par l'industriel qui est lui beaucoup plus fort. Et donc ça veut dire qu'il y a toute une stratégie à mettre en place pour pouvoir être visible, une stratégie pour pouvoir être entendu par les bons canaux. Et là, mon plafond de verre se manifeste parce que cette stratégie manque peut-être un peu de magie. Tout le monde peut le faire. Et donc, si tout le monde peut le faire, tout le monde peut venir quelque part polluer l'autre à partir de qui il est. Et donc ça m'interroge en me disant, mais est-ce que j'ai à dire fondamentalement, est-ce que ça intéresse les gens ? Donc voilà, parce qu'il y a des gens extrêmement intéressants et passionnants, et puis il y a des choses qui me font mal vraiment au ventre d'écouter et de voir, parce que soit c'est faux, soit c'est creux, et donc ça pose vraiment des questions. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, j'ai reçu de la part d'un éditeur, puisqu'il y a un projet de livre en cours, et la première maison d'édition à qui on a été frappé à la porte me répond que le sujet, notamment sur le slashing et le multipotentiel que je propose est excellent, mais que la notoriété n'est pas suffisamment grande. Et là, de nouveau, je suis coincée à un système pour lequel je ne veux pas participer. Ça veut dire que si vous avez une notoriété monstrueuse, vous pouvez écrire un bouquin dont le fond n'est pas excellent. Alors, c'est le syndrome de Julie Taton. Oui, alors ça peut être effectivement ce que tu expliques. Maintenant, comme tu viens de l'expliquer aussi, c'est une question d'usage en fait. Tout à fait. C'est pas le système en lui-même. Le système en lui-même, il n'a pas changé, il est excellent. Donc c'est simplement l'usage que l'on en fait. Oui. Et surtout, la conscience que l'on a en mettant en œuvre finalement cet usage de prise de parole et cet usage de réception de parole. Tout à fait. Et là, je suis vraiment dans cette ambiguïté qui met à la fois mon envie de croître et de jouer le jeu avec, une volonté de vendre. Il y a un grand paradoxe qui se manifeste, qui est que cet outil-là est extraordinaire et que si je veux ne pas l'utiliser, ce serait stupide. Et donc, il y a un compromis à trouver que je n'ai pas encore trouvé. Mais j'ai bien conscience que c'est un super outil dès le moment où il est utilisé éthiquement et en tout cas d'une manière qui me ressemble le mieux. Et ça a toujours été le paradoxe. J'ai une partie de moi qui est très orientée business, qui est très orientée croissance et qui est d'accord avec le fait que l'entreprise doit continuer à croître et l'argent, c'est OK. Et une autre partie qui est plus humaniste, qui est plus sociale, qui est plus artistique, et là, ça pose des questions.
Et Donc, c'est bien pour ça d'ailleurs que tu as des multi-activités. Et c'est pour ça, Aussi bien que dans le domaine artistique, créatif, que dans le domaine évidemment de l'entreprise. Donc moi j'ai l'impression que tu as les réponses à tes questions, parce qu'en fait, quand je t'ai posé la question, la réponse a été de l'impertinence. Oui. Est-ce que cette impertinence, ça ne serait pas de l'authenticité ? Certainement, oui. Et au plus c'est authentique, au plus c'est fluide. Et donc là où je suis la plus forte et solide, c'est sans doute quand je suis parfaitement à ma place et fluide. Et donc, ce que je n'ai pas encore trouvé, c'est cette manière de me montrer au monde sans m'adapter à ce que je dois faire. Donc, pour reprendre la notion des réseaux sociaux, c'est de pouvoir trouver mon propre canal et non pas le canal qu'il faut faire en ce moment pour être visible. Pour l'instant, par exemple, sur Instagram, c'est les Reels qui permettent à l'algorithme d'être visible. Et donc, ça veut dire se mettre en scène, ça veut dire être sur la caméra, etc. Donc, ça demande un média qui, peut-être, n'est pas celui qui me convient. Le podcast me convient un petit peu mieux. Mais donc tout ça fait partie aussi, c'est beaucoup de temps. Hein. Il y a quand même des personnes qui en ont fait leur métier, la stratégie com sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça prend du temps. Et ça aussi, ça met dans la balance. Alors, je m'excuse, je t'interromps, oui. Mais parce que je réagis quand j'entends effectivement stratégie. Alors, il y a toujours de la stratégie de ce que l'on fait très souvent, mais j'entends que tu parles de stratégie finalement pour t'adapter au système, pour t'adapter à ses algorithmes, à son fonctionnement, etc. Et si l'idée ne serait pas de prendre le contre-pied et plutôt que de t'adapter à un système, comme tu l'as fait effectivement en tant que poisson qui montait aux arbres, de prendre effectivement un peu le costume de singe pour monter dans cet arbre des réseaux sociaux, mais en restant poisson. Et effectivement, plutôt que de chercher à déclencher les algorithmes, simplement parler de façon très authentique de toi, sans te demander si effectivement il va y avoir cette massification peut-être que l'on cherche, que certains cherchent en tout cas dans les réseaux sociaux, mais plutôt une façon de te rendre visible avec peut-être un petit peu de magie et d'invisible et de chance pour t'aider à attirer, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu cherches ? C'est pas attirer la masse. Non. Voilà. Non. Et ça pose 2 points supplémentaires par rapport à ce que tu dis, est très juste par rapport aux réseaux sociaux. C'est d'abord aussi, est-ce que le réseau social n'est pas en train d'arriver dans un cul-de-sac ? C'est-à-dire que j'ai envie de penser, et peut-être je me trompe, mais que certaines personnes sont, comme moi, un petit peu en saturation du jeu qui se trouve derrière les réseaux sociaux, et qu'on en revient au lien, qu'on en revient à la rencontre physique, et que finalement, ce qui me fait vivre aujourd'hui, concrètement, c'est pas les transformations d'achat sur les réseaux sociaux de mes clients, ce sont les rencontres réelles qui créent du lien, qui créent une rencontre, qui créent une expérience et qui fait que les gens ont envie de venir vivre cette expérience. Et aujourd'hui, notamment chez les adolescents, on constate que les réseaux sociaux sont au niveau de la charge mentale et au niveau de la qualité de la santé mentale sont dévastateurs. Et donc, c'est un outil qui est arrivé à nous parce qu'une structure a décidé que ce serait chouette de l'utiliser, mais les dommages collatéraux, ce sont quand même des gros problèmes liés à la santé mentale. Et donc, peut-être qu'en tant qu'hypersensible, j'ai aussi un droit de réserve sur cet outil auquel je ne crois pas dans la totalité. Et je crois plutôt que faire venir les gens dans l'atelier, leur faire toucher le métal, leur montrer un kintsugi, parler avec eux, les écouter, en fait, est quelque chose qui malheureusement va redevenir un luxe et une expérience pour se différencier d'une masse qui va se retrouver sur les réseaux sociaux.
Et donc, ça pose aussi la question de reprendre du temps, de reprendre en marche une décision qui est se déplacer pour aller rencontrer un autre être humain qui a quelque chose à nous proposer. Alors moi, je souscris entièrement à tout ce que tu dis, évidemment que la rencontre, elle est avant tout physique. Je suis là en face de toi et je n'imaginerais même pas faire ça à la radio, pas à la radio, au téléphone, pardon. Donc évidemment qu'on sent l'atmosphère, on sent la personne, on sent la collaboration et la confiance. Mais effectivement, le point qui reste quand même un élément à dépasser, c'est quand même la partie un petit peu quantitative, c'est que et puis la façon dont tu vas te faire connaître en fait. Oui, et ça c'est vrai que c'est un chemin qui est un peu tortueux parce que jusqu'où on va dans la machine de la visibilité et puis aussi pour quel return ? Peut-être que ce sont mes schémas d'évitement, mais tiens, est-ce que j'ai envie, si on prend par exemple la création de bijoux, est-ce que j'ai envie de commencer à créer des bijoux en masse parce que j'ai une notoriété qui fait que tout d'un coup j'en vends 150 par jour ? Absolument pas. J'ai pas envie de ça. Et donc, il y a quelque chose qui appartient, je pense, à la qualité de notre vie et au luxe, c'est que je ne suis pas connue et les personnes qui viennent à moi ont l'impression d'avoir trouvé un peu une pépite. Ouais. Et donc, ils ont la sensation, l'exclusivité, ils ont la sensation Ouais. de l'exclusivité parce que tout le monde ne vient pas chez moi, donc ils peuvent se différencier. Et ça tombe bien parce que la cible, ce sont des personnes qui veulent sortir du cadre, qui veulent porter, ce sont des femmes qui portent des bijoux, qui sont un petit peu hors champ et qui cassent les codes. Donc, quelque part, il y a vraiment constamment cette ambiguïté et en même temps, ce serait dommage de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment schizophrénique. Ce qui est presque. Mais il y a le « et », tu sais, la dualité du « et » dans le bonheur rentable. Et il n'y a rien d'exclusif, justement. Et moi, ce que tu viens d'expliquer, pour moi, ça résonne parfaitement en alignement avec ce que je proposais juste avant, à savoir de parler, de communiquer de façon très authentique, sans chercher à surfer, on va dire, sur la vague des algorithmes, simplement en te disant que derrière, quelque part, un écran, un téléphone, il y a une personne qui va être sensible à ce que tu dis parce qu'elle correspond complètement à la description que tu fais du profil finalement type quelque part de ta clientèle, que ce soit les bijoux, le kintsugi, la gestion du temps, enfin toutes tes activités. Il suffit plutôt d'aller effectivement chercher du qualitatif et donc on ne parle pas en massification, on parle bien là en sélectivité, sans pour autant s'empêcher de le faire sur un réseau qui va amener un petit peu plus de hasard, peut-être de magie, comme j'aime bien le dire, d'invisible en tout cas, dans un élargissement de ce que tu pourrais faire en mettant simplement une pancarte devant la porte ici, en demandant à tes réseaux d'en parler. Enfin, c'est un réseau social et tu ne peux pas deviner où sont les gens. Et en revanche, eux peuvent vraiment te repérer pour ton originalité et ton authenticité. Tout à fait. Et ça, c'est également là où se situe mon plafond de verre. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion il y a quelques jours, un collaborateur, un autre créateur de bijoux qui m'a initié d'ailleurs, me téléphone et puis me demande des conseils par rapport à son ado qui vit des difficultés. Donc il m'appelle en qualité de thérapeute, pas en qualité de bijoutière. Et en fait, j'adore pouvoir répondre aux personnes qui me sollicitent parce qu'ils ont un besoin ou tiens, tu peux me mettre en relation avec un tel. En fait, pour moi, c'est très naturel d'y répondre, mais c'est pas très naturel de l'activer dans l'autre sens, ce réseau. Et parce qu'il y a de la pudeur, parce qu'il y a c'est pas intuitif chez moi, il y en a d'autres qui le font très bien. J'ai une sœur qui est excellente dans sa capacité à réseauter. Et donc, il y a... je crois qu'il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de pudeur. Avant de téléphoner à quelqu'un pour profiter d'un avantage du réseau,
il faut vraiment que je sois dans un cul-de-sac et que je puisse pas faire autrement. Et c'est stupide. C'est dommage de pas le faire parce que les gens sont ravis de vous aider en plus. Donc là, il y a encore un travail et un chemin à faire. Après, pour revenir à la notion des réseaux sociaux, sur la quantité, sur les boulevards dont on parlait, il y a aussi cette idée que ce que j'offre est plutôt un produit de luxe. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que le luxe a une autre définition que ce que c'était. Le luxe, il va se définir par le temps, il va se définir par l'expérience. Pourquoi est-ce qu'on va livrer cette tomate-là dans ce grand restaurant plutôt qu'une autre ? C'est parce qu'elle a mis beaucoup plus de temps à maturer, parce qu'on a pris soin de cette tomate. Et donc, j'ai aussi envie de reconnecter à cette temporalité qui fait que pour créer un bijou, il faut du temps et que ça ne doit pas aller dans le vite et dans la rapidité du numérique, qui n'est pas une temporalité qui est celle de la réalité. Et parfois, je me fais absorber par cette énergie de rapidité numérique qui ne correspond pas ni au produit, ni à la lenteur et à l'expérience de la rencontre. Et donc ça aussi, c'est très fort en dualité et je le questionne pour l'instant. Alors, Émilie, je crois qu'on vient de clore un premier chapitre, si tu veux bien, pour terminer cet épisode, puisque tu ouvres quelque chose de nouveau. Et je te propose de le garder pour un autre épisode. J'aurais tendance à conclure ce premier finalement sur ton capital identitaire, parce que tu viens finalement d'expliquer que derrière toute cette vision des réseaux sociaux, tu en reviens à te questionner sur, pas ta légitimité, mais c'est peut-être, tu as dit, une façon, toi, de te priver aussi un peu de cette opportunité par rapport à ton hypersensibilité, par rapport à qui tu es, donc par rapport à ton identité. Et c'est peut-être plus là que se situe le sujet, maintenant que l'on s'est dit, et je crois qu'on le partage, que l'on pouvait tout à fait communiquer sans chercher à faire de la massification et à rendre ces prises de parole absolument virales, comme certains aiment à le faire, et en polluant effectivement les autres. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? On peut conclure ça ou tu termines avec un petit mot là-dessus ? On peut tout à fait conclure qu'il est possible de gérer deux temporalités numériques et réelles, qu'on peut communiquer sans être forcément dans la masse, et puis qu'il est aussi possible de ne pas se laisser happer par quelque chose qui nous dépasserait, parce qu'il y a ça aussi dans cette stratégie, c'est qu'à un moment donné, ça nous dépasse, et ça ne m'intéresse pas d'être aussi visible. Je crois qu'il y a une volonté de se préserver aussi de quelque chose qui pourrait me dépasser et qui ne m'intéresse pas tant que ça. C'est là où je parle un petit peu d'identité peut-être et d'unicité, un peu en contradiction finalement avec cet outil qui reste quand même un peu magique. Tout à fait. Merci Émilie, à très vite. À bientôt. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.